Regarde, on dirait les Men in Black là. Bon, on est parti sur la route là, petit reportage chez Mondelin avec Matt. J'espère que ça va te plaire. On va faire la visite de la fabrication d'outillage. Quand ils ont vu ma vidéo sur le porte-plaque, ils m'ont dit tu veux venir visiter les usines? J'ai dit allez. Ça va faire encore une belle découverte pour tout le monde. Usine Mondelin. Eh, on sent que c'est la très vieille entreprise, tu sais. Ouais. Regarde, c'est un mix entre des trucs tout neuf. Non, c'est une maison peut-être là, non? Non, c'est ça l'usine. Et là on est là. Attends, est-ce que tu peux te garer dedans ou est-ce que... Ça a l'air de faire. Ça a l'air de te faire. À droite, Ouais, là où tu peux. Regarde, ben non, regarde un grand parking là. C'est bon, on est arrivé. Pour toi ça a duré 2 secondes et nous ça a duré presque 8 heures. 8 heures, ouais. 8 heures. Ah mais toi tu fais du repérage toi. La pièce telle qu'elle est programmée, Ah c'est mon quelle plaque. Et pourquoi il y a différentes couleurs dessus? c'est les différentes longueurs en fait qui sont programmées dans la machine. Une partie droite, une partie cintrée, une autre partie droite derrière. Cette machine c'est une cintreuse, donc ça permet en fait de faire les formes des différents tubes. Là par exemple ici sur cette pièce, c'est le cale-plaque à levier. La machine est capable d'orienter le tube par rapport à une géométrie. Par exemple, si on a une forme un peu spéciale, un trou par exemple sur le tube, eh ben la machine est capable d'orienter le cintre par rapport à un trou qui est dans une position donnée. Donc il y a un petit rayon laser en fait qui vient chercher le trou. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle sait positionner comme il faut en fait le cintre par rapport au trou. Elle aussi, elle a du mal à voir dans l'espace. Oui. On a un angle qu'on définit, mais avec les différents lots d'acier, on est obligé de temps en temps de contrôler. On fait des contrôles et on fait des corrections pour être toujours dans le même angle. Tous ceux qui vont à cette machine. On peut même faire de la simulation pour voir si le programme fonctionne ou pas avant de lancer la série. Enregistré avec le programme. Mais là tu vérifies que les données enregistrées n'ont pas été faussées en cours de route. Voilà, c'est ça. Du coup, juste pour l'anecdote, quand on produit combien de cale-plaques? C'est une très grosse norme chez nous. On produit à peu près toutes les 7 semaines une série de 2000. C'est un produit que Roger Mondelin a développé il y a 30-40 ans à peu près, enfin au démarrage du plateau. Plastique. Les autres composants, la semelle ici, Va être soudé du coup. voilà. Et voilà, ah ouais, on voit bien là. 3 pièces qui vous changent la vie, hein, parce que moi sur mon chantier sans ça, des fois, c'est pas possible. Donc ici on est en train de découper les flancs pour faire le cale-plaque à levier. Dans un format de 2 mètres par 1 mètre, on fait la découpe et ensuite on aura derrière l'opération de pliage pour obtenir la pièce finie avant soudage. Ça fait une tôle de combien d'épaisseur ça? 2,5. 2,5. C'est calculé par rapport à un effort particulier? Oui. Alors on les a renforcés il y a 5 ans. Avant on était en 2, on est passé en 2,5 pour justement parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait quelques déformations clientèle. Donc c'était des remontées en fait des artisans. Donc on a changé l'épaisseur justement pour améliorer la qualité du produit. Ouais, moi je vois, j'ai eu un changement quand je suis passé du PMS standard au Doublissimo. Donc avec les mousses noires et des BA13 à l'avant, ça a vachement alourdi le produit et j'ai tordu au moins 2 cale-plaques comme ça. Comme quoi le feedback artisan, ça compte hein. Ah oui. Mais comment on fait un feedback à une entreprise comme la vôtre? Moi je sais pas, j'en parle à qui? Au commercial au comptoir de mon marchand de matériaux? Oui, et puis on a aussi, en fait, on a un panel d'artisans locaux qu'on va visiter très fréquemment, qui nous permettent aussi d'avoir des remontées. Alors certes c'est local, mais ça nous permet d'avoir un maximum d'informations. Bah, au moins c'est à côté quoi. Ça fait des ambassadeurs quoi. Oui, tout à fait. Comment on évacue et comment tu nettoies le restant qui reste dessus là? On tape un peu dessus et puis autrement on le retrouve. Non, parce que je me dis que ça doit modifier le plan de stabilité et tout quoi. Une fleur de profil qui permet d'éviter ça.
Le suiveur de profil. C'est-à-dire que même si la tôle, en gros, elle est gondolée, la tête laser, elle a un suiveur de profil qui permet en fait de corriger la hauteur de tête. Ok, donc il y a une vérification de la planéité automatique. Ouais, ce qu'on appelle les dents là, elle a un programme spécial pour en réusiner de nouveau. Donc dès qu'on voit qu'on peut plus les retoucher, eh ben, on en refait de nouveau quoi, et on les recycle dans la ferraille. Quoi. Ça me fait penser à quand je faisais du SolidWorks. Ça en est. Ça en est? Ah ben voilà, c'est ça. Ça c'est juste une aide pour les plieurs pour savoir comment on met les pièces dans la machine en fait. Okay. Le premier pli, il faut mettre la pièce comme ça en fait. Le deuxième pli, on la met comme ça. Après ils connaissent par cœur. Pour quelqu'un qui arrive au nouveau poste. Embouter là et au fond et... Ah ouais, bien. La moyenne contrôle, voilà. Tu fais un contrôle? Ouais. Donc on soit à 93, là on était pas plus fort. Ah. Et puis voilà. La programmation en fait, il y a différentes étapes. Ici on choisit l'épaisseur de la matière. tôle. L'acier, donc ici ça nous donne une force applicable aux 420 newtons au millimètre carré. Ensuite bon, on a le nombre de pièces qu'on veut faire. Et ensuite on choisit les outillages qu'on veut pour le pliage en fait. Il y a un chargeur dedans qui est caché avec... Non, on le fait manuellement, on a un placard avec des outils en fait et okay. En fait on a différents types de poinçons et de matrices. Ouais, c'est rébarbatif. Ça se fait tout seul, ouais, c'est rébarbatif. Ouais, mais sans... dis pas ça, ils vont te changer par une machine après. Impossible, impossible. En plus, ce poste n'est pas dédié qu'à ça, je suppose. Non, la moitié des pièces qu'on coupe sont susceptibles d'être... Ils sont pliés ici, quoi. On a l'impression qu'il n'y avait pas d'effort à la machine. Ouais, mais faut que... T'as vu quand même l'épaisseur de tôle à plier, hein. Faut y aller, je veux dire... Il se plie pas comme ça le 2,5 là, hein. Et elle, c'est bon, tranquille. Voilà. Et hier, il me parlait de différentes qualités de produits dans un acier classique, un acier trempé. C'est un acier classique qui est apte au pliage. L'alliage dedans en plus. Ouais, c'est pour le rendre un peu souple. Un alliage un petit peu spécial. Merci. De rien. Ok. Ensuite ici on a la position des outils dans la machine. Tripote pas trop, j'ai pas envie qu'il lui plie une main là d'un coup. Non, mais c'est bon. C'est une simulation pour l'instant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est virtuellement, tu vois au moins. Voilà, on voit que ça se déplace en fait. Okay. Ici, on a un petit rapporteur. Donc après sa vérification, c'est là qu'il passe. Voilà, si on a 94, on tape 94, on valide. Et la pièce d'après, l'angle il est normalement bon. Ok. Sur le premier petit outil, on va préparer la boîte. Le deuxième petit outil, on fait l'assemblage. Donc là, on prépare d'une part la boîte et la boîte qui a été soudée dans le cycle précédent, on la repositionne. Là, le robot fait la rotation. Que je monte un peu comme ça et que je mette comme ça pour filmer comme ça. Ouais. Ça irait bien. Qu'est-ce qu'on fait pas pour que tu vois tout, hein? Pendant la manip, il y a un capteur ici et là qui bloque la machine si jamais on passe. Sérieux? Eh, décidément, chez ses mains j'ai fait pareil, j'ai bloqué la machine. Je suis à bouler, hein. J'ai juste montré du doigt comme ça, c'est sensible, hein. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec ce procédé de soudage, on n'a aucune projection. Ouais, c'est ce que je regardais, ouais. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas... Et là, le soudage est à l'intérieur pour que dehors ça soit propre. Voilà. Ça, c'est la couleur de la chauffe, hein. Oui, tout à fait. On a des lames de différentes catégories, tout en acier ou inox trempé, bien sûr, ouais. Avec des formes différentes, suivant si c'est un chapiste, un platoir pour faire de la finition. Et en fait, on vient souder des petits goujons sur la lame en acier cuivré pour un bon
une conduction de la soudure. Ça fait pas un peu observé quand même les gars là, non? C'est vrai? C'est vous les stars, on m'a dit. Et ensuite on en mange une poignée dessus en fait. Ouais. Voilà. C'est le même principe que pour mes platoirs lisseuses classiques. Voilà, c'est ça, c'est le même principe. C'est juste la forme qui Voilà, change. c'est la même forme qui change, c'est tout. Là, il est en train de mettre l'étui pour pouvoir le suspendre dans le rayonnage. En fait. Ah ouais, je vous dis, tiens, il force. Ben, c'est parce que en fait, pour pas que ça glisse de trop, les suspensions sont légèrement plus basses que la lame. Ouais, surtout que ça, après on le vire et. Voilà, c'est ça circule pas en général dans le magasin. C'est ici qu'on fabrique les taloches en bois. On part d'un bloc comme ça qu'on a débité sur notre machine avant. On les met dans cette machine, une scie à cadre, l'eau à l'intérieur là. Qui descend un peu comme une scie sauteuse. Là, le trait de scie est assez fin, il y a 1 millimètre à peu près de trait de scie. Ah, On parlait fort. ouais, ça marche. Et Roger Mondelin. Quand ça sort, tu fais un contrôle de qualité, tu vois. Là, il y en a une qui a un défaut, donc on l'écarte. Après, on l'écarte dans la machine. Et j'en prends un peu de court. Pour le toucher. Pour quand tu taloches, c'était pas l'arête qui vient enlever tout l'enduit. Ok. Ah oui, c'est biseauté. C'est ça. Sur les 4 faces. Des queues d'aronde. C'est pourquoi le choix en queue d'aronde. Bah, la poignée est démontable et elle ne peut pas s'enlever en fait. Tu la rentres par le côté ici, c'est la poignée qui contribue à éviter que la taloche puisse avoir envie de se déformer. Mon collègue il disait hier, ça c'est le travail de menuiserie ça. Ah, complètement. C'est parti des premiers outils Mondelin ça non? Ouais, tout à fait. C'était la même rainure dans la taloche avec l'éponge pour les carreleurs. On les fait sur la même machine, c'est le même process. Ok. Comment t'es sûr de la planéité? On a une calibreuse qui nous reponce dessus et en sortie on a une ponceuse qui nous reponce notre face. Et que tu poses des questions? Non, ça va. Que tout le monde participe? Ah, c'est un environnement plus calme pour l'esprit là. Et on a ici les poignées de taloche. Bon, en fait, c'est exactement le même système. On vient souffler du gaz à Ouais, l'intérieur. c'est pour ça qu'on voit le trou là. Par contre, il manque un trou de l'autre côté. Non, non, parce qu'on n'a pas de trou. Le gaz, il rentre que par un côté, il sort pas. Ah bon, je croyais du coup que ça passait non, à travers. Non, ça passe pas à travers. On fait juste une poche et on fait pas une... Ok, c'est fermé, comme ça tu es sûr que l'air injecté a fait sa place parce qu'il y a une quantité d'air envoyé qui correspond à une dimension. Tout à fait. Je suis bon, hein, t'as vu, j'aurais pu établir le process moi-même. Donc voilà, ce qu'il y a à faire. Donc là, on est dans quelle phase du process là? Donc ici on colle les mousses sur les plateaux, donc, et on met l'accrochage, l'étiquetage et le pressage en finale. Donc c'est un robot qui fait en fait l'assemblage. Un deuxième petit robot qui dépose les cordons de colle. Donc c'est une colle hot melt, donc c'est de la colle à chaud. Un peu comme c'est un peu le même procédé que quand on colle par exemple des plinthes avec la colle en bâtonnet, hein, c'est le même principe. Ok, d'accord. On fait un pressage de 7 secondes, mais la prise est quasiment immédiate en fait puisqu'on chauffe la colle à 190 degrés. C'est du super high-tech. Et la mousse du coup là, on parle de granulométrie, pourquoi? Parce que vous en produisez combien de types de mousses différentes? Là en fait c'est des mousses qu'on achète chez un fournisseur. La granulométrie elle est un peu fonction du métier.
Donc par exemple là, ça c'est la taloche de maçon, mais on a certaines taloches qui ont un grain beaucoup plus fin, par exemple pour les façadiers. Donc en fait on s'adapte, on met la mousse en fonction un peu de l'utilisation finale. Ça peut être pour les carreleurs, ça peut être pour les façadiers. C'est le même process de fabrication, on va juste changer la mousse en bout de chaîne. Voilà. Faudrait faire un outil qui a plusieurs types de mousse dans notre caisse et qu'on prend et qu'on clip la mousse dessus à chaque fois, celle qu'on a besoin. Ben, on peut le faire puisque la poignée, en fait, le système de queue d'aronde, justement, permet d'acheter un outil complet avec la taloche, mais on peut aussi acheter un plateau de rechange. Dis-moi mon Matt, ça te plaît les systèmes à queue d'aronde? L'impression de ne pas être perdu comme ça? Moins de plastique, plus de bois. Ah non mais c'est un système hyper pratique. Ah, c'est la touche du menuisier. Ouais, Comme puis- t'es dans et le au niveau sens, du process de fabrication, en plus, c'est pas compliqué quoi. Non. Les assemblages, finalement, quand c'est bien pensé. Puis c'est un assemblage très ancien. En fait, on conserve les choses qui fonctionnent bien, quoi. Cette machine, on fait des plateaux, c'est pour faire les joints. Après, ici, on colle une éponge. Ouais. Et pour jointer. Donc en fait, le process c'est toujours pareil. On a de la matière qui arrive. Ouais. Et ensuite, ici, pour gagner en poids matière, on vient évider en fait, on fait une poche de gaz à l'intérieur de la poignée. Là, en fait, quand on voit là, l'ouverture, on a la partie qui est carrée, au-dessus là, qu'on appelle la masselotte. En fait, ça, c'est tout ce qu'il y en a évidé dans la poignée, la matière. Et après, ça, on va y déposer dans le broyeur et c'est réintégré à notre production. C'est de l'injection gaz qu'on appelle. Et pourquoi il fait un tour comme Goldorak dans son cockpit? Ah, c'est pour faire plus joli. Ah ouais, je me disais bien. Et donc là, les parties excédentaires, on va directement les broyer pour les mettre au broyeur. Ok. Ça c'est la colle. C'est la colle hot melt. On voit le pain qui est en train de fondre. Même principe que l'autre machine avec la colle à ronde. Voilà. Alors là, la colle est différente. C'est une colle auto-adhésive. Elle a plus de tac et ça permet de mieux adhérer au plastique. En fait, elle est mieux adaptée au support plastique. La colle qu'on a sur le bois n'a pas les mêmes propriétés d'adhérence, et sur le plastique, qui est du polystyrène ici, on a nécessité d'utiliser ce type de colle. C'est une formulation un peu différente qui adhère mieux au plastique. Après, c'est exactement le même process. On chauffe la colle à 190 degrés. Ça sent pas trop fort la colle dans la journée, ça? Non? C'est assez neutre? Ouais. Ah, parce que je me dis, comme t'es passé à la machine quand même toute la journée, Ah non, mais il n'y a pas d'odeur. il n'y a pas d'odeur. Ouais. Justement, auparavant, on utilisait des colles type néoprène. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Donc, on a remplacé toutes ces colles-là justement par des colles hot melt qui n'ont pas de phrase de risque sur les fiches produits. Elle a la petite technique de pose dans l'angle